Le premier trimestre vient de s'achever et comme une grande entreprise cotée en bourse, il est temps de faire le bilan. Je vais découper donc ce bilan en 4 grandes parties. La première, on va faire un bilan macroéconomique de ce qui s'est passé dans le monde de la finance, dans le monde actuel. Ensuite, deuxième partie, je vais te parler de mes investissements, comment est-ce que ça s'est passé, comment j'évalue les décisions également que j'ai pu prendre. Ensuite, on parlera du business et on finira par le côté perso, comment j'ai évolué. Le but de ces bilans est vraiment d'essayer de garder une trace la plus transparente possible avec toi qui me regarde et surtout peut-être t'inspirer, que tu puisses voir comment ça se passe vraiment dans la vie de quelqu'un qui investit et quels sont les challenges et les choses auxquelles il doit faire face. Alors commençons avec la macroéconomie, qu'est-ce qui s'est passé dans ces 3 premiers mois de l'année? La chose pour moi qui a été la plus marquante, c'est ce report de baisse des taux d'intérêt de la Federal Reserve, donc des banques centrales américaines, et ce calme qui s'est fait sur la baisse de l'inflation. Aujourd'hui, je pense que naïvement, les personnes pensent que les taux d'intérêt vont baisser et oublient que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et je trouve que la bourse commence à être un petit peu surpricée, donc un peu trop cher par rapport à tous ces événements, et on anticipe trop cette baisse, et j'ai peur que si on a une mauvaise surprise, à savoir une nouvelle hausse des taux d'intérêt ou alors que ça bouge pas pendant toute l'année, ça commence à piquer un petit peu pour les investisseurs. Donc là-dessus, je pense qu'il vaut mieux vraiment regarder ce qui se passe, les chiffres, et on comprend bien que l'inflation, visiblement, elle est en train de stagner à 3%. Ça va être compliqué de passer en dessous rapidement. On va voir ce qui va se passer dans les prochains mois, mais que à la base, souviens-toi, les taux d'intérêt étaient censés baisser en seconde partie d'année 2023. Ça a été repoussé à début 2024. Maintenant, c'est repoussé à probablement seconde partie 2024 et peut-être que ce sera repoussé à 2025. Donc, on va voir ce qu'il en est. Et ça, je veux que tu retiennes de ça que c'est impossible de prévoir la macroéconomie. Si on revient un an en arrière, tout le monde était sûr qu'en 2024, les taux auraient baissé. Je veux dire, les gens se disaient, non, si ça se passe bien, ils baissent en 2023, mais c'est sûr, ça baisse en 2024. Début de l'année, encore, les gens étaient encore plus sûrs que jamais. Et maintenant, c'est de moins en moins sûr. Donc, vraiment, la macroéconomie, ça peut bouger d'un jour à l'autre. Donc, ne te base pas là-dessus pour tes investissements. Base-toi surtout sur la microéconomie. Donc, les entreprises, ce qu'elles ont dans le ventre, leurs fondamentaux et surtout, achète-les à un bon prix. Fais vraiment en sorte d'acheter des entreprises sous-évaluées et de ne pas aller sur toutes les tendances que tu vois parce que tout le monde en parle et que tu as l'impression que c'est l'opportunité du siècle que tu ne veux pas rater. Donc ça, c'était pour la macroéconomie. C'est pour moi les événements vraiment les plus marquants qui ont un petit peu donné le ton sur les marchés. Il ne s'est pas passé grand-chose d'autre, si ce n'est que des conflits, etc. Mais ça fait un petit moment que c'est comme ça. Maintenant, du point de vue de mes investissements, depuis le début de l'année, mon portefeuille a fait une magnifique performance de 0%. Là où le S&P 500 a lui, je crois, fait plus 20 ou plus 25% sur le trimestre, moi, mon portefeuille affiche une performance à 0%. Donc pas d'argent gagné, pas d'argent perdu, tout simplement parce que c'est pas des entreprises qui sont sous le feu des projecteurs, ce ne sont pas des entreprises qui vont être vraiment explosives et surtout qui vont suivre une tendance. Elles sont pas forcément corrélées non plus à tout ce qu'on peut trouver dans les ETF. Donc c'est ce qui fait que la performance a été assez amoindrie par rapport au S&P 500 sur cette entreprise. Et donc ça va dans la continuation de l'année 2023. En 2022, on avait complètement explosé l'indice. En 2023, on s'est fait exploser. Et là, je pense pas qu'on battra le S&P 500. Et c'est pas vraiment le but de la stratégie. Le but de la stratégie, c'est d'avoir des revenus passifs qui augmentent tous les ans et surtout de ne pas perdre de valeur sur le portefeuille, d'avoir une croissance légère de ce portefeuille. Et c'est ce qui se passe. Concernant mes décisions d'investissement, j'ai renforcé une position 2 fois dans mon portefeuille et acheté une nouvelle entreprise. Pour ces entreprises-là, j'estime que ça a été des bonnes décisions, sachant qu'il y en a une, ça a été un coup assez express où elle était sous-évaluée d'environ 30% quand je l'ai achetée. Depuis que je l'ai achetée, en un mois et demi, elle a pris 15%. Donc ça veut pas dire que c'est un bon investissement, loin de là. Pas se fier à ce qui se passe là, mais ça te fait toujours plaisir. J'aurais aimé quand même investir un peu plus, j'aurais aimé qu'elle reste basse plus longtemps pour continuer à renforcer sur d'autres mois. Malheureusement, c'est comme ça que le marché évolue. Pour l'autre entreprise, elle reste plutôt stable. C'est-à-dire que je suis pas gagnant, je suis pas perdant dessus, c'est resté flat et en encaissant les dividendes, ça me fait quand même du 3 à 4% de bénéfices dessus. Et là, ce que je trouve intéressant, c'est que c'est vraiment une entreprise, ça fait plus de 50 ans qu'elle n'a pas baissé son dividende. L'autre que j'ai acheté également, ça fait quasiment 100 ans qu'elle n'a pas baissé le dividende, qu'ils augmentent tous les ans. Donc on est sur quelque chose de très fiable, des dettes très basses et des chiffres qui sont très intéressants. La raison sur la deuxième qui m'a poussé à investir, c'est qu'elle a été complètement massacrée en 2 journées de bourse parce qu'il y a eu un problème comptable. Donc des documents comptables n'ont pas été remis à temps, donc tout le monde s'est mis à penser qu'il y avait de la fraude, etc. Donc le cours a complètement chuté et au final ça s'est réglé, c'est pour ça que ça repart tranquillement à la hausse aujourd'hui. En parlant d'investissement, je vois de plus en plus tourner sur internet des stratégies momentum qui sont vendues un petit peu comme les stratégies miracles sur des actions où quand les marchés montent, tu en tires profit en investissant au bon moment et quand les marchés baissent, tu fais en sorte d'être en dehors des marchés pour ne pas subir ou alors d'être investi sur les entreprises qui elles ne vont pas baisser entre guillemets. Donc est-ce que ça te dirait que je lance un challenge momentum? Si c'est le cas,
cas, commente sous la vidéo Momentum et dis-moi ce que t'en penses. C'est quelque chose que je ferai publiquement. On le suivra tous les mois, on fera un bilan de ce portefeuille sur la chaîne YouTube pour voir comment ça évolue, comment je sélectionne des entreprises pour ce challenge que je mettrai dans mon portefeuille. Alors attention, ce sera vraiment une activité d'investissement annexe. Donc je ne mettrai pas la majorité de mon portefeuille boursier dessus. Ça représentera maximum 5% de mon portefeuille. Et après, si d'ici 2 ou 3 ans, ça fonctionne très bien, pourquoi pas augmenter la part. Mais je vais être honnête avec toi, je ne suis pas vraiment convaincu de ces stratégies Momentum sur le long terme. C'est plus ici pour faire un crash test avec une très légère partie du portefeuille. Et pourquoi pas à l'avenir, si cette chaîne commence à se développer, le faire uniquement avec l'argent que je gagne de YouTube, le réinvestir dans ce portefeuille qui sera public. Donc dis-moi en commentaire si c'est quelque chose qui t'intéresse pour que je lance une série de vidéos à ce sujet. Avant de passer sur la partie business, on va faire un bilan sur ce qui s'est passé d'un point de vue perso entre guillemets. Donc d'un point de vue perso, j'ai continué sérieusement le sport. Je m'entraîne à peu près 5 fois par semaine. Ça dépend des semaines, des fois c'est 5, parfois c'est 6. J'écoute un peu mon corps en fonction de si je suis fatigué ou pas. Ce que je trouve bien, c'est que j'ai réussi à bien cadrer mes emplois du temps et ma vie. C'est beaucoup plus simple, beaucoup plus structuré. C'est ce qui me manquait un petit peu. Donc ça, c'est quelque chose que j'apprécie. En rentrant de vacances d'hiver, j'avais pris un petit peu de poids, je vais me dire normal. Donc j'ai fait une diète pendant les 2 premiers mois, 2 mois et demi, et je suis passé de 13% de masse grasse dans le corps à 8,5%. Donc c'est quelque chose de pas mal, ce qui me faisait 70 kg pour 1m83. Il faut savoir que je suis un organisme qui prend pas beaucoup de muscles, qui prend pas beaucoup de gras non plus, donc je peux pas être très très gros. Là maintenant, depuis 2 semaines à peu près, j'ai commencé une prise de masse, et avant ma prise de masse, pour bien me nettoyer, j'ai fait un jeûne de 72 heures qui s'est très bien passé. C'était une expérience assez étrange, mais ça s'est très bien passé. Deuxième point sur lequel je suis très content, c'est que j'ai vraiment coupé court avec les réseaux sociaux. J'ai supprimé toutes les applications sur mon téléphone qui pouvaient être liées à des réseaux sociaux, des emails, pour me déconnecter de tout ça et me concentrer sur le business, sur mon développement. Et ça m'a permis de lire beaucoup plus de livres. Donc en livre physique, depuis le début de l'année, j'ai pu en lire 3 ou 4. Donc j'ai pu lire Le Prince de Machiavel. J'ai trouvé sympa. Tu te rends compte par contre quand tu lis ça, surtout à mon âge, que les phrases sont compliquées. C'est des phrases très longues. C'est un français qui est ancien et très développé. Donc tu comprends pas forcément tout. Tu dois te concentrer pour lire. Mais ça reste un livre que j'ai trouvé très intéressant, surtout d'un point de vue comment régner un petit peu sur son royaume, sur ses troupes. Deuxième livre que j'ai pu lire est L'Ange Exterminateur. Donc c'est la biographie faite par un journaliste de Bernard Arnault. Je l'ai pas lu en entier, je l'ai fini le livre en début 2024. Et encore une fois, très bon livre. La chose qui m'a marqué avec ce livre, c'est que tu te rends compte à quel point Bernard Arnault est intelligent dans le monde des affaires, à quel point c'est un requin et ce qu'il est prêt à faire vraiment pour gagner. Il y en a pas deux des comme lui, j'ai envie de dire. Et c'est vraiment un personnage à part entière qui est super intelligent. Tu sens que le mec, d'un point de vue ingénierie financière, tous les montages qu'il a mis en place, les structures qu'il fait pour acquérir des entreprises, pour la fiscalité, etc. Ça relève presque du génie. Donc là, pour le coup, c'est inspirant de lire ça. Et tu te rends compte aussi de la dimension qu'il y a entre Bernard Arnault, l'homme le plus riche du monde, et une personne lambda ou même un entrepreneur qui gagne quelques millions d'euros par an. Le troisième livre que j'ai lu est plutôt axé business, qui s'appelle Sell Like Crazy de Sabri Suby. C'est un entrepreneur australien. Sympa, c'est un livre très simpliste. Si tu commences dans le business ou tu veux te lancer un peu dans le business en ligne ou dans le business tout simplement de coaching ou quoi que ce soit, ça peut être intéressant pour toi. Maintenant, moi, ça fait un petit moment que j'y suis dedans, donc j'ai pas appris grand chose, mais il y a des fondamentaux qui reviennent et qui sont toujours sympas d'avoir une piqûre de rappel. Donc c'est un livre qui se lit facilement, c'est écrit en énorme, 250 pages, des pages qui sont lourdes et tout ça, donc t'as l'impression que le livre est gros et en final, en une semaine, c'est plié. Donc pas mal comme livre. Si tu débutes, je te le recommande. Si ça fait un moment que t'es là-dedans, ça va pas vraiment t'apporter grand chose. Et le dernier livre que j'ai lu, c'est celui-là, Random Walk Down Wall Street de Burton G. Malkiel. Bon, on le voit, il y a plein de commentaires, de grands journaux sur ce livre. Je le recommande pas vraiment. Alors si tu débutes dans la bourse et que t'es américain, pourquoi pas? Parce que c'est surtout axé pour les Américains. Et c'est très axé pour les débutants où on parle de l'analyse technique, l'analyse fondamentale. Lui, il va surtout essayer d'expliquer pourquoi tous ces trucs, ça sert à rien, etc. quoi. Au final, on peut rien anticiper dans tout ça. Tu sens que presque le livre a été écrit par quelqu'un qui n'investit pas, qui n'a pas vraiment une grande expérience de la bourse, si ce n'est une expérience théorique et une expérience de professeur d'université. Donc, d'un côté, si tu commences à lire des livres sur la bourse et tu commences par ça, ça va t'apprendre des choses parce que c'est du contenu presque universitaire. Maintenant, si tu as commencé en lisant des livres rédigés par des gérants de fonds d'investissement qui ont de vraies performances sur le long terme et ça fait 20 ans qu'ils ont d'excellentes performances en bourse, qui gèrent excellemment bien, ce livre va pas t'apporter grand chose, tu vas peut-être même le trouver un peu ennuyant et surtout la mentalité de l'auteur, etc. ça colle pas vraiment avec des gens qui entreprennent beaucoup et qui ont des fonds d'investissement. Moi, ça colle pas vraiment avec ma mentalité, je trouve qu'il a été un peu survendu. Maintenant, ça peut plaire à certaines personnes, donc ma foi, c'est quand même un travail qui a été fait sur ce livre et il y a des choses à y apprendre, donc on accueille le savoir avec les bras ouverts comme d'habitude. Le 5e livre que j'ai lu ce premier
trimestre et Can we print more money? Donc là, c'est 10 questions basiques sur l'économie qui sont répondues. Donc pourquoi il y a de l'inflation? Est-ce qu'on peut pas imprimer plus d'argent? Plein de choses comme ça. C'est un livre intéressant si c'est tout nouveau pour toi l'économie, si tu comprends pas grand chose. C'est un livre qui va vraiment vulgariser la chose et t'expliquer ça de façon le plus simple. Je crois qu'il n'est pas traduit en français, il n'existe qu'en anglais. Donc il faut que tu saches comprendre l'anglais pour ça. Je te le recommande si tu es débutant. Si t'es pas débutant en économie et que les concepts économiques de base, tu les comprends, tu vas pas forcément apprendre quelque chose. Peut-être que tu le verras sous un angle différent, mais tu n'apprendras rien de nouveau par rapport à ça. Ensuite, j'ai écouté 2 livres audio. C'est quelque chose que j'ai commencé à faire, d'écouter des livres audio. Avant, j'écoutais surtout des podcasts, des interviews de milliardaires, etc. Maintenant, je me suis mis un peu aux livres audio et j'en ai lu 2. Donc, écouté 2, Deep Work et Atteindre ses objectifs de Brian Tracy. 2 livres très sympas. Deep Work, ça te permet de comprendre comment se mettre en état de flow et comment travailler vraiment en profondeur pour être le plus efficace possible et surtout pour avancer beaucoup plus vite que les autres. Et Objectif, c'est les livres de développement personnel de base américains pour atteindre ses objectifs, rêver grand, etc. Donc des livres sympas quand tu les écoutes en audio, pas très techniques, donc c'est très bien je trouve pour de l'audio. Donc c'est tout pour cette partie perso. Maintenant, place à la partie business. Pour la partie business, la tendance qui se dessinait depuis la fin d'année 2023 continue en 2024, qui est qu'il y a de plus en plus de concurrents dans le domaine de la finance, dans le domaine de l'investissement, et également les gens sont beaucoup moins enclins à payer, à acheter des produits en ligne, c'est-à-dire qu'il faut un travail beaucoup plus grand qu'il y a 1 an, 2 ans pour vendre des produits digitaux que ce qui se faisait. Je le ressens très clairement, je vois vraiment que pour faire des ventes et pour faire des chiffres, c'est beaucoup plus, il faut créer des produits bien plus développés, il faut créer des outils, il faut vraiment apporter encore plus de qualité que ce qu'il y avait avant. Je trouve que c'est une bonne chose pour le marché, ça permet au marché déjà de dégager les gens qui sont pas sérieux et qui sont soit du scam, soit qui vendent des produits un peu merdiques. Et d'un autre côté, ça permet de laisser les personnes qui travaillent en profondeur et qui font des bons produits grossir tranquillement. Donc c'est un challenge à relever parce que le marketing évolue et il faut être beaucoup plus pertinent dans son marketing. Mais je pense que sur la longue, c'est une bonne chose pour le marché. Donc forcément, ça fait que les chiffres baissent légèrement par rapport à ce qui a été fait l'année dernière à la même période. Donc dans une optique pour moi de faire évoluer mon business, j'ai commencé à recruter surtout dans les relations commerciales. Donc j'ai recruté des setters et des closers et c'est la première fois que j'essayais vraiment de faire des recrutements de cette ampleur et je me suis confronté à 2 choses. La première, c'est que c'est beaucoup plus difficile de recruter que ce qu'on imagine et c'est très difficile de trouver des personnes fiables, surtout quand on parle avec des indépendants qui vont être payés à la commission ou qui vont être payés surtout au résultat. Et on se rend compte que c'est très difficile d'avoir des gens fiables, d'avoir des personnes sur qui on peut vraiment se reposer pour travailler. Alors on va en trouver, mais ça demande un processus de recrutement qui est très bien ficelé et c'est là où moi j'ai fait mes erreurs, c'est que j'ai pas bien ficelé mon processus de recrutement et surtout je n'ai pas défini avec précision le profil de la personne que je souhaitais recruter à tel ou tel poste, ce qui fait que j'ai perdu du temps, j'ai pas forcément embauché directement les bonnes personnes, ce qui fait que ça avait des coûts sur l'argent et surtout des coûts sur les résultats finaux. Maintenant, petit tips pour les freelances ou les indépendants qui cherchent à travailler soit avec des entrepreneurs en ligne ou soit qui cherchent du travail, vraiment mettez en avant certains points. Le premier, soyez fiable. J'en ai déjà parlé avec plein d'autres de mes confrères, disons, dans le business. On préfère avoir des gens qui sont fiables, quitte à ce qu'ils soient moins compétents, parce qu'on sait qu'une personne fiable, on pourra toujours la former, on pourra compter sur elle, et on sait qu'elle va vouloir progresser. Donc, avant toute chose, avant d'être la personne la plus performante du monde, soyez fiable, parce que en étant fiable, vous enleverez une charge de stress à la personne qui vous emploiera, et celle vous sera très reconnaissante pour ça. Donc, la première chose à travailler pour vous, c'est la fiabilité. Deuxième chose, c'est soyez à l'heure et montrez que vous savez vous organiser. Si vous directement on voit que vous avez du mal à vous organiser, en fait, ça va être très compliqué de se planifier dans le futur et d'arriver à vous intégrer correctement dans tout un écosystème. Donc apprenez à vous organiser, à vous planifier, surtout si vous êtes indépendant. Il n'y a rien de plus emmerdant que de voir tout le temps être derrière vous, à vous fliquer pour vous pousser à travailler, pour que le travail soit fait, etc. Donc organisez-vous, disciplinez-vous. C'est vraiment la moindre des choses si vous voulez espérer être recruté et surtout rester dans une équipe sur du long terme et voir vos revenus augmenter en même temps que l'entreprise va grossir. Le dernier point qui va être dans le business et en même temps dans le perso, c'est la rédaction de mon livre. J'ai commencé à écrire mon livre sur ma stratégie d'investissement en bourse. J'ai écrit à peu près 15% à l'heure où je tourne cette vidéo et l'objectif est qu'il soit publié avant la fin du second trimestre. Et ça va être le objectif principal et quasiment unique sur la chaîne. Donc on fera le bilan du second trimestre. J'espère que ce sera avec le livre dans les mains pour vous dire que ça y est, il est sorti. Donc ce sera soit en auto-édition, soit auprès d'un éditeur. Je ne sais pas encore. Je pense que ce sera en auto-édition. Donc on va voir ce que ça va donner. L'objectif est qu'il soit sorti, publié et prêt à être vendu, prêt à être commercialisé en juillet 2024. Donc vous avez l'info en premier ici. J'espère que ça fonctionnera et j'y travaille actuellement dessus.
dessus. D'ailleurs, dites-moi en commentaire les choses que vous aimeriez voir dans un tel livre pour que je puisse apporter le produit le plus complet et meilleur possible pour les lecteurs et mes auditeurs. C'est tout pour cette vidéo bilan. Si l'investissement en bourse t'intéresse, je t'ai mis en lien dans la description une liste d'entreprises sous-évaluées qui reversent un dividende depuis plus de 20 ans. Tu peux y accéder gratuitement en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description. Si cette vidéo t'a plu, pense à lâcher un pouce bleu, abonne-toi en activant la petite cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos et dis-moi en commentaire si tu aimes bien ce format des bilans pour que peut-être je le refasse les prochaines fois si c'est quelque chose que tu apprécies, et parle-moi aussi de cette stratégie Momentum si tu veux que je lance le challenge Momentum entre guillemets sur cette chaîne. Je te dis à très vite pour un prochain épisode. Ciao ciao.